Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre et écrivain. Je rajoute écrivain maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais comme j'écris un texte ou deux tous les matins, finalement, pourquoi pas se dire écrivain? Je me dis bien artiste peintre. Alors artiste peintre, c'est un statut, hein, je le rappelle, c'est lié à mon numéro de Sirette, mais je me reconnais fondamentalement pas en tant qu'artiste. Je suis plus un peintre qu'un artiste. Alors c'est pareil, écrivain, c'est un peu une boutade entre guillemets, parce qu'à partir du moment où on écrit quelques mots, ben forcément on est écrivain. Mais voilà, c'est juste pour préciser ces petites choses en démarrage. Et le sujet en fait de cette émission, j'aimerais que ça soit en fait le vide. J'aimerais te parler du vide, voilà. En ce qui concerne la créativité, il y a des liens, pour moi, hein, après je ne sais pas pour toi s'il y en a, mais pour moi, il y a quelque chose qui part du vide. Alors le vide, on peut le voir de deux manières. On peut le voir d'une manière positive, ou on peut le voir bien sûr d'une manière négative. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on le perçoit. C'est comme un manque, c'est comme une absence, c'est comme quelque chose qu'il faudrait combler absolument de toute urgence. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes s'activent dans tous les sens, en fait, et moi d'ailleurs, je l'ai fait durant une bonne partie de ma vie, pour justement tenter d'échapper à ce vide, ou alors pour l'affronter, ou alors pour le combler, comme je disais. Donc le vide me paraît être l'élément pratiquement principal, en fait, de beaucoup de nos actions. C'est-à-dire soit on veut lui échapper, soit on cherche à l'explorer, à savoir de quoi il est fait, et ce qui nous permet quand même une chose assez extraordinaire, quand on y pense bien, c'est la création en fait de tous les personnages que l'on s'invente en fait, qui tournent à la périphérie de ce vide. Hier, par exemple, je regardais en fait des vidéos sur l'ennéagramme. Je ne sais pas si tu connais en fait ce point de vue en fait sur la psychologie humaine. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, puisque Pythagore, par exemple, il y a 5000 ans, peut-être pas 5000 ans, je sais pas. Enfin bon, ça remonte à très longtemps en tous les cas. Pythagore déjà utilisait ce système en fait qui lui permettait d'identifier par catégorie en fait un certain type d'émotion ou un certain type d'action. Donc, ce qui m'a frappé, si tu veux, c'est que tous les présentateurs que je voyais sur YouTube passaient un temps important, en fait, toute la vidéo, à expliquer en fait chaque point de l'ennéagramme. Donc, il y a 9 points en fait, puisqu'il y a 9 personnalités qui ont été déterminées en fait selon ce schéma. Et personne en fait ne parlait du cercle en lui-même et surtout du vide autour duquel tous ces personnages fonctionnaient. Alors s'ils en parlaient, en fait, ils l'exprimaient avec 3 concepts, 3 mots qui reviennent régulièrement, en fait. C'est en gros la quête d'amour, la quête de sécurité et la quête de considération. Ce qui serait en fait le résumé, le moteur en fait de toutes nos actions, ce serait l'amour, la sécurité et la considération. Alors effectivement, quand on est gamin et qu'on n'a pas les moyens en fait de satisfaire ses besoins par soi-même, on va les chercher à l'extérieur, et puis cet extérieur, cette manière en fait d'aller chercher ce qu'on croit en fait avoir besoin, on va le chercher beaucoup à l'extérieur dans notre vie. Donc ça commence enfant, et puis ensuite ça se poursuit plus ou moins longtemps selon les personnes. Bon, en ce qui me concerne, ça a duré quand même pas mal de temps. Je dirais qu'à la quarantaine à peu près, j'ai commencé à y voir clair. Et du coup, cette équation, en fait, pour résoudre ces trois piliers, en fait, qui semblent être les piliers de notre moteur, de toutes nos actions, en fait, se transforme peu à peu en équation dirigée vers l'intérieur. Et alors, ça n'empêche pas, si tu veux, qu'on peut placer des mots,
sur le vide, autant qu'on veut, ça n'empêche pas que le vide soit toujours le vide. Parce que finalement, cette histoire d'amour, cette histoire de sécurité, cette histoire de considération, on pourrait dire que ce sont que des réactions par rapport à ce vide primordial. On pourrait dire que c'est des échappatoires même. Alors c'est vrai que beaucoup de nos motivations, en fait, que beaucoup de nos actions sont liées à ça. Est-ce qu'on est aimé, est-ce qu'on est considéré, ou est-ce qu'on se sent en sécurité? Après, ça se métamorphose en avoir confiance en soi, en étant autonome, si tu veux, en étant en paix. On cherche à atteindre un certain degré, si tu veux, de confiance en soi et de paix pour ne plus avoir besoin, en fait, d'aller le chercher à l'extérieur, parce qu'on a compris, en fait, au bout d'un moment, que l'extérieur, c'était peut-être une projection de nos incapacités, et puis surtout, on n'a pas tellement, en fait, de contrôle sur l'extérieur. Donc on a plus de contrôle possible sur tout ce qui se passe en nous si on prend le temps, en fait, de l'observer, de s'asseoir tranquillement et puis de regarder, en fait, le film qu'on est en train de se dérouler à chaque instant. Donc ce qui est difficile déjà, c'est de prendre ce recul, un peu comme on peint un tableau, de toujours penser, si tu veux, à mettre en place une distance. Alors Patrick Robbe-Grillet, avec qui nous discutons par chaîne YouTube interposée, parle d'espace. C'est-à-dire qu'on devrait mettre plus d'espace, en fait, entre les choses. Oui, je suis assez d'accord avec cette notion d'espace, en fait. Ça peut être moi j'appelle ça recul en peinture, mais si on analyse bien, c'est étendre, en fait, l'espace entre la toile et puis l'observateur. Que ça soit le peintre ou que ça soit le spectateur ensuite qui la verra exposée dans une galerie, dans un restaurant ou autre. Voilà, donc cette notion de vide, si tu veux, elle me paraît très importante, et surtout de la dépoussiérer, de la débarrasser, en fait, de tous les mots valises qu'on peut utiliser pour essayer de la boucher, ou de l'utiliser à profit, peut-être aussi, voilà. Alors, je disais qu'il y a une version négative et une version positive, en fait, de ce vide. La version négative, tu l'as certainement déjà compris, puisque tu es vivant comme moi, on cherche tous à s'occuper, si tu veux, on cherche tous à le fuir, dans un premier lieu, ce vide, en espérant, en fait, par l'extérieur, en finir avec lui. Et ça, c'est une réaction, je pense, humaine tout à fait normale. Donc c'est pour ça qu'existent les groupes, c'est pour ça qu'existent les mouvements en peinture aussi, parce que tu sais que peindre tout seul, c'est très compliqué. Au bout d'un moment, on risque quand même de devenir un peu dingo. Et je pense qu'on a besoin, en fait, à un moment donné, de se retrouver reconnu, si tu veux, par un groupe d'individus, d'être aimé peut-être par ce groupe, ou apprécié tout du moins par un groupe d'individus, et puis de calmer aussi l'angoisse omniprésente, en fait, face à ce vide qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, on peut ensuite examiner, si tu veux, toutes les créations, et c'est à mon avis peut-être ce qui est le plus intéressant, parce que essayer de comprendre le vide, à mon avis, on n'a pas les moyens de le faire en tant qu'être humain, si tu veux, c'est beaucoup trop vaste, ce qui nous est proposé là d'un seul coup d'emblée, si tu veux. Alors, il y en a qui vont appeler ça l'amour, il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça tous les noms que tu veux, si tu veux, qui vont masquer dans une certaine partie cette chose innommable, parce que finalement, le mieux, c'est encore de la considérer comme innommable, et innommable dans le sens positif, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, en fait, de la nommer. Il vaut mieux installer, si tu veux, une périphérie. Donc la notion de cercle, par exemple, est très intéressante dans cette histoire d'ennéagramme, mais pas seulement. Quand tu regardes cette notion de cercle, en fait, c'est d'une richesse inouïe, tu vois.
Parce que tu vas installer en fait un périmètre pour déterminer en fait le rayon, le diamètre de ton cercle, si tu veux. Donc ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un cercle de préoccupation, ça peut être un cercle de tout ce que tu voudras. Mais l'idée du cercle est intéressante en tant que telle qu'elle évoque quand même centralement un vide. Et je crois que c'est déjà pas mal pour ce que j'avais à dire ce matin. Je pense que déjà l'essentiel est dit en ce qui concerne cette notion de vide. Alors maintenant, le lien avec la créativité, si tu veux, c'est que on va souvent chercher à l'extérieur, toujours pareil, hein, des idées, des concepts, des motivations pour créer, alors qu'en fait, peut-être qu'il faudrait se retourner vers ce vide, hein, si tu veux, qu'on a en nous. Hein. On peut pas le combler de toute manière, donc il est en nous. Et je pense que en l'approchant d'une manière positive, c'est-à-dire pas positive comme dans le monde des bisounours, mais positive, ça veut dire en lui donnant une direction, c'est-à-dire en ayant un sens, en créant un sens s'il le faut. À ce moment-là, on va pouvoir tirer parti, entre guillemets, de cette notion de vide. Elle va devenir dynamique. Alors que dans l'autre sens, si tu veux, c'était toujours en train de te plaindre du manque, etc. C'est plutôt quelque chose qui t'emmène vers l'inertie, vers la stagnation, vers l'aspect négatif. Il y a toujours une polarité comme ça des éléments, des symboles, si tu veux, qui sont à la fois positifs et négatifs. Donc du coup, plutôt tenter d'aller vers l'aspect positif, cette fois-ci, des choses, et d'observer un petit peu les mots qu'on utilise. C'est très important de bien observer, en fait, chaque mot. Par exemple, si tu veux rentrer dans un processus créatif, peut-être que tu vas te donner un objectif, peut-être que tu vas te dire, tiens, moi, mon truc, ça serait, par exemple, j'allais te dire de faire un visage, mais un visage, c'est une forme, si tu veux, qui n'explique pas en fait le moteur de ta créativité. Un visage, c'est une représentation de quelque chose. C'est comme un paysage, c'est comme un tableau abstrait, si tu veux, c'est la même chose. Pour moi, ça reste dans le domaine de la figure. Donc quelque chose qui figure n'est pas la chose. Tu vois, la carte n'est pas le territoire. Donc quel est en fait, si tu vas creuser un tout petit peu plus profondément en fait sous les mots que tu utilises, les vrais moteurs, enfin, entre guillemets, je vais toujours mettre des guillemets au mot vrai, tu vois, mais les moteurs qui sont les plus puissants, en fait, pour te faire quelque chose. C'est-à-dire, dans lesquels tu sens que tu remplis, en fait, ces trois critères qui sont la confiance en soi, par exemple, qui sont la paix, et puis qui sont peut-être le fait d'attribuer une valeur en fait à ton travail, mais toi-même, sans passer forcément par l'extérieur, d'accord ? En étant à l'aise dans tes bottes. Voilà ce qui me paraît être très très important. Donc ça prend du temps cette démarche, si tu veux, d'arriver à cet alignement en fait, qui permet de plus avoir besoin de l'extérieur en tant que demande que tu formulerais vers l'extérieur, mais plutôt d'inverser en fait la vapeur en ayant plutôt quelque chose à proposer à l'extérieur. Et pour le proposer, il faut d'abord que tu ailles le chercher en toi. Voilà. Donc pour moi, la créativité, si on s'intéresse à ce qu'est la créativité, on peut pas échapper à ce que je suis en train d'énoncer. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire retour en fait sur soi-même, voilà, regarder un petit peu comment on fonctionne, regarder quels sont les moteurs en fait de nos actions, et puis à partir de là, ça va obligatoirement proposer en fait des pistes de travail, des pistes, alors moi je parle de la peinture, mais des idées de tableaux. Et alors, quand je disais ce qui est surtout intéressant, c'est pas le cercle en lui-même, c'est tout ce qui se passe autour du cercle. Et je crois que vraiment cette valeur, elle n'est pas facile à comprendre. Moi, je l'ai compris tardivement.
C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser au quotidien également. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à ce qu'on pourrait considérer comme banal a priori, et parce qu'on le botte en touche systématiquement, hypnotisé par des buts, par des objectifs, par ce qu'on croit être des objectifs. Alors que si d'un seul coup on pénètre en fait dans ce vide, on s'aperçoit que à travers ce filtre, si tu veux, de la prise de conscience de ce vide, la banalité en fait n'existe pas. Il n'y a pas de chose banale. Il y a simplement un point de vue qu'il faut changer peut-être pour les observer, peut-être de plusieurs points de vue même. Tu vois, le cubisme par exemple, c'était une avancée extraordinaire sur la notion de point de vue. C'est-à-dire que d'un seul coup, un objet n'était plus perçu en tant que représentation fidèle entre guillemets de l'objet tel qu'on a l'habitude de le voir, mais d'un seul coup il était perçu par plusieurs points de vue différents, et ce qui le rendait étrange, ce qui lui redonnait une notion d'étrangeté. Et dans cette notion d'étrangeté, si tu veux, nous avons la possibilité, en fait, de voyager d'un point de vue à l'autre. Tu sais, je t'ai peut-être déjà parlé de Carlos Castaneda. Alors bon, il peut être critiqué sous plein de plans, hein, je l'ai déjà dit, mais dans ses écrits, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes, tu vois. Si tu t'es intéressé un petit peu au rêve quand tu étais gamin, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'être conscient, en fait, de ses rêves. Ça m'obsédait quand j'étais gamin, je voulais absolument être de plus en plus conscient en fait de ce qui se passait dans mes rêves. Et bon, après j'ai grandi, j'ai un peu oublié tout ça si tu veux, mais quand j'ai lu Carlos Castaneda, il a un bouquin qui s'appelle L'art de rêver, je crois. Et dans ce livre, en fait, une chose, alors je vais pas te raconter tout le livre, je te conseille vraiment de te le procurer si jamais ça t'intéresse, parce que vraiment tu vas découvrir des choses superbes. Et je te résume en fait l'idée là, c'est que voilà, tu es dans un rêve, ce qu'il dit, hein, voilà, ce à quoi il demande de prêter attention, en fait. Tu es dans un rêve, donc le film se déroule, et à un moment donné, il y a toujours un objet insolite qui se présente dans ton rêve. Et ça, il faut être suffisamment conscient, en fait, à l'intérieur du rêve pour le repérer. Et c'est en suivant cet objet étrange que tu vas pouvoir voyager vers un autre rêve. C'est-à-dire qu'en suivant cet objet insolite, tu vas te retrouver dans un autre rêve. Et ben, finalement, quand tu reviens à cette notion de vide, si tu veux, dans laquelle toutes les choses peuvent être replongées, alors pour ça, Patrick utilise un terme qui est enfin une méthode pour peindre qui est très intéressante, c'est de peindre entre les pensées. Et finalement, ça revient au même, c'est-à-dire replonger en fait dans ce vide de manière à replonger tout le monde entier en fait, et soi-même dans ce vide-là, afin qu'il ressurgisse nouveau, qui ressurgissent différents. Et peut-être avec juste un mot, tu sais, un mot par exemple que tu utilises tous les jours, etc. D'un seul coup, tu as une espèce d'éclair d'illumination et tu te dis mais il veut dire quoi ce mot finalement? Et puis tu vas dans un dictionnaire, tu vas sur Wikipédia, etc. Alors tu sais, tu as souvent des citations avec la définition, donc tu peux voir le mot dans différents contextes. Et d'un seul coup, ce mot que tu utilisais sans même t'en apercevoir, il va devenir étrange, il va se nimber en fait d'une étrangeté, et à ce moment-là, en le suivant, moi c'est ce que je fais tous les matins avec mes textes, en suivant en fait cet objet insolite, eh ben, tu vas découvrir des pans entiers en fait du réel entre guillemets, si tu veux, ou de ton imagination, hein, finalement, pourquoi pas. Et du coup, tu vas comme ça pouvoir. Alors moi, j'écris un texte, tu vois, tous les matins là-dessus. Et puis en peinture, je pense que c'est la même chose. En peinture, si tu veux, t'as plusieurs phases. Moi, la manière dont je travaille, j'ai plusieurs phases. Je réfléchissais, encore hier à ça. C'est-à-dire,
une de mes préoccupations premières, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça préoccupation, mais c'est en tous les cas, c'est un système en fait que j'ai mis en place et je m'aperçois que à chaque fois il m'étonne ce système. C'est que j'ai l'habitude en fait d'utiliser beaucoup de choses pour fabriquer mes fonds. Alors je le fais un peu moins là ces derniers temps, mais je suis revenu parce que j'ai retrouvé plein de vieilles toiles, tu sais, qui ne me plaisent plus. Puis je me dis bah tiens, je pourrais utiliser ça parce que pour aller acheter des tableaux actuellement, enfin des toiles, c'est un peu compliqué. Hein. Et du coup je me suis dit mais quelle est cette obstination, finalement, à recouvrir, à nourrir, en fait, le support, pour, à un moment donné, avoir suffisamment déposé de choses dessus et sentir, en fait, comme une deuxième énergie qui s'installerait et pouvoir partir, en fait, vers le point, en fait, entre guillemets d'achèvement du tableau, parce que ce point d'achèvement il est encore discutable. Mais tu vois, donc en observant en fait ce qu'on fait, tu vois, ce qu'on fait tous les jours et dont on n'a pas conscience forcément, on peut découvrir vraiment des trésors, tu vois. Le fait de mettre beaucoup de couches de peinture, des fois de coller des choses, le fait et puis il y a cette notion d'espace qui est liée aussi au moment où je me dis bah ce tableau il est foutu ou il sert à rien ou pour moi il avance pas ou il sert plus à grand chose et où je vais le ranger en fait dans mon espace de stockage. Et là, l'espace, c'est le temps, si tu veux. C'est le temps où ce tableau qui est interrompu, et puis moi qui reviens vers lui, si tu veux, on se retrouve mutuellement, et à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Mais tu vois, il y a toujours cette notion d'espace, cette notion de vide, et puis toutes les actions qu'on fait à sa périphérie. Donc tu vois, c'est pour moi le vide, cette conscience en fait du vide qu'on a en nous, et qu'on cache souvent comme une sorte de honte, tu vois, ça ne se dit pas, si tu veux, ces choses-là. Hein. En général, quand t'es en bonne compagnie, tu parles pas de ton vide, hein, tu vois. C'est plutôt un discours qu'on pourrait avoir dans une relation amoureuse. On pourrait, si on a confiance en l'autre, hein, tu vois, on pourrait évoquer cette notion de vide chacun, tu vois. Mais en groupe, on est tellement tenu par des attitudes sociales, d'apparence, de paraître d'une certaine manière que ce vide n'est jamais cité et pourtant il est aussi toujours là. Tu sais, quand je travaillais un moment dans une imprimerie à Paris, à la gare de l'Est, à côté de la gare de l'Est, et j'étais grouillot, tu vois, dans cette imprimerie, j'étais tout jeune. Et une chose me frappait, si tu veux, c'est les discussions, c'est les sujets de discussion, en fait, des gens avec qui je travaillais quand on prenait notre pause déjeuner, tu vois. Et souvent, ça tournait autour de quoi? Ça tournait autour du football. Alors le football, c'était extraordinaire parce que c'était vraiment un sujet de conversation sur lequel on pouvait s'appuyer sans danger. Et puis, il y avait la famille, mais avec beaucoup de pudeur, et puis il y avait beaucoup d'humour aussi dans la manière d'exprimer les choses. Et derrière tout ça, si tu veux, moi j'observais qu'il y avait quand même un silence énorme, si tu veux. On parlait jamais de choses importantes, tu vois. C'était toujours... ou alors quand on les évoquait, si tu veux, c'était toujours avec ironie, avec humour, avec dérision même, tu vois, quand on parlait des femmes notamment, tu vois, entre hommes, on était que des hommes hein, dans ce milieu d'imprimeurs, quand on parlait des femmes en général, parce que quand chacun parlait de sa propre femme, c'était tout à fait différent. Mais quand on parlait des femmes en général, c'était plutôt ironique, hein, c'était plutôt qu'on admettait volontiers qu'on n'y comprenait rien, tu vois. C'était aussi un constat qu'on faisait. Alors il y avait ce double vide, hein, si tu veux. Il y avait le vide qui était représenté, si tu veux, par cette table autour de laquelle on était. Et puis il y avait ce vide d'éviter en fait l'essentiel en le recouvrant en fait d'ironie, de dérision ou de banalité. Et ça m'avait choqué choqué, c'est un grand mot. Ça m'avait
ça avait attiré mon attention à l'époque, tu vois, où je m'étais dit, mais c'est ça en fait le contenu en fait de toutes les conversations que nous avons ensemble, c'est une périphérie, et au centre de tout ça, qu'y a-t-il? Et ça m'intéressait déjà. Je te parle de ça, j'avais 18 ans, tu vois. Voilà. Donc, et plutôt que de, alors, comment je pourrais dire ça? Tu vois, plutôt que d'être dans une position critique en disant ah, tous ces gens, ces pauvres gens, ces cons, etc. Tu sais, on le fait de temps en temps hein, dans notre vie, tu vois. Et je me souviens bien que j'avais eu une émotion très très forte en fait. J'ai beaucoup regretté quand je suis parti de cette imprimerie parce que on avait on avait réussi à créer en fait ensemble une sorte de famille, mais une famille sympa si tu veux, une famille dans laquelle il y avait de la chaleur humaine. Voilà. D'ailleurs, il y avait un type qui était peintre et qui s'appelait Roger. Il était peintre en lettres. Tu sais, c'était une imprimerie en fait où on tirait des grandes affiches de cinéma. À l'époque, il y avait encore des affiches qui étaient faites à la main, si tu veux. Il n'y avait pas tout le processus informatique qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, donc lui était chargé en fait de dessiner chaque lettre. Et ensuite, on prenait la plaque, si tu veux. Alors, il y avait un système de reprographie, voilà. Donc ça, je m'en étais occupé un petit peu, de pouvoir faire les transferts comme ça des textes de Roger sur les grandes plaques, en fait, qu'on mettait dans les rotatives. Et puis ensuite, eh ben, on tirait ces affiches. Et j'avais discuté de ça avec lui, si tu veux, parce que c'était un gars super intéressant, tu vois. Il avait essayé de m'entraîner dans la franc-maçonnerie, et puis j'avais freiné des cas de fer, parce que pour moi, tout ce qui est groupe, si tu veux, tout ce qui est chapelle, déjà à l'époque, j'essayais de m'en éloigner le plus possible. J'avais la trouille de ça, si tu veux. Et une fois, je lui avais dit, ah, mais je me sens, tu vois, le boulot était pas intéressant hein, en lui-même, si tu veux. C'était un boulot dur, quoi. Voilà. Et puis, mais l'atmosphère de ce monde du travail dans l'imprimerie était tellement intéressante pour moi. Je pense que j'y trouvais mon compte. Hein. Et je lui avais dit, écoute, je suis vraiment content d'être là, quoi. Même si mon travail n'est pas super épanouissant, je suis content d'être là. Et il m'avait répondu, oui, parce que tu as besoin de chaleur humaine. Et ça m'avait fait réfléchir, en fait, cette phrase, parce que c'est vrai que j'étais très très seul quand j'avais 18 ans. Et du coup, tu vois, cette notion de vide à nouveau, tu vois, de pas avoir, en fait, de marque d'affection, de pas avoir tout un tas de choses, en fait. Hein. Le vide, c'est comme la corne d'abondance à l'envers, si tu veux. Tu peux y mettre autant de choses que tu veux. Cette phrase m'avait vraiment ébranlé, tu vois, parce que finalement, à travers toutes mes certitudes, tu sais, les certitudes qu'on a à 18 ans, finalement, il avait posé le doigt là où il fallait, quoi. J'avais besoin de chaleur humaine. Et en fait, je voulais pas m'avouer, en fait, ça, tu vois, quand j'étais plus jeune. Mais en fait, on en a besoin, on a tous besoin, c'est ce que je disais au début de cette émission. On a besoin d'amour, on a besoin... Mais est-ce que ces mots expliquent tout? Voilà ce contre quoi j'ai toujours buté. Ces mots, ils expliquent pas tout, tu vois. D'ailleurs, il y a une expression en fait qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, tu vois. C'est déjà quelque chose qui devrait mettre la puce à l'oreille à pas mal de gens, si tu veux. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire que si tu agis pas d'une certaine manière envers l'autre, il a aucune information en fait. Il peut pas fonder en fait son avis sur la qualité en fait de ton affection. Voilà, il faut des preuves perpétuellement.
Et les preuves, en fait, c'est un petit peu ces numéros autour de l'ennéagramme, si tu veux. C'est un peu ces preuves qu'on installe autour d'un cercle, voilà, pour faire comprendre quelque chose à l'autre. Alors pour lui faire comprendre quoi? Eh ben, ça dépend en fait de la relation qu'on installe. Soit tu peux lui faire comprendre en fait le vide affreux en fait de cette relation, parce que vous n'avez rien en fin de compte à vous dire. Soit au contraire, il y a tout un tas de choses qui sont contenues en fait dans ce cercle que vous avez du mal à dire, qu'on a du mal à dire, et qui ne peut se dire que par des petites actions, des petites choses. Alors le rapport avec la créativité là-dedans, tu vois, je ne sais pas si tu arrives à faire le rapprochement, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper en fait de direction. Et en même temps, pourquoi ne pas se tromper de direction finalement? C'est en se trompant de direction qu'on apprend peut-être où se trouve la bonne direction, celle qui nous convient le mieux finalement. Et puis en tâtonnant comme ça, on finit par trouver son chemin. Voilà ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a un petit peu... Enfin, ça t'a intéressé, j'allais dire encore un petit peu. J'essaye de me calmer là-dessus. Et puis, je te dis plus maintenant de t'abonner ou de t'appuyer sur la cloche parce que j'ai l'impression de me répéter. Et je te dis à demain. Salut!